Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'emploi, c'est la grande bataille du gouvernement, le défi majeur du quinquennat. François Hollande a même indexé une éventuelle candidature en 2017 sur la courbe du chômage. Le président fait un pari, le succès du pacte de responsabilité, la baisse des charges pour les entreprises, la confiance pour déboucher sur des créations d'emplois. Il réunit aujourd'hui tous les acteurs de l'État, les préfets, les sous-préfets et naturellement quand le dossier Alstom s'invite dans l'actualité, c'est encore la sauvegarde de nos emplois industriels qui est en jeu. Emploi, mobilisation générale, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Agnès Benassi-Kéré, économiste, professeure à l'École d'économie de Paris au sein de l'Université Paris 1, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Parmi les livres que vous avez écrits, je cite celui-ci, Économie de l'euro aux éditions de la Découverte, et c'est la 3e édition. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, un centre privé de recherche, de formation, d'expertise sur les relations sociales et syndicales. Vous enseignez par ailleurs à la Faculté libre d'économie de droit de Paris. Éric Heyer, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, et vous enseignez également à Sciences politiques. Enfin, Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, un think tank qui s'intéresse notamment au domaine de l'action politique, de la cohésion sociale, de la compétitivité et des finances publiques. L'Institut Montaigne qui vient de publier avec Gilles Kepel, Passion française, les voix des cités aux éditions Gallimard. Bonjour à tous. Pour commencer cette émission, je rassemblais un petit peu plus tout en commençant l'émission, le dossier Alstom qui arrive, j'allais dire au mauvais moment, puisqu'aujourd'hui, François Hollande a sonné la mobilisation générale sur l'emploi. Il a réuni à la Maison de la Chimie à Paris les acteurs de l'État. Est-ce que le volontarisme politique, ça fonctionne encore quand il s'agit d'emploi? Depuis tant d'années, on essaie d'inverser la courbe du chômage. Agnès Benassi-Kéré. Oui, alors je voulais dire que ça n'est pas parce que le chômage augmente que forcément les politiques qu'on met en place ne sont pas efficaces. Il faut comparer à ce que ça aurait été sans les politiques, ce qui est très difficile à faire. Ce que font un certain nombre d'économistes spécialisés avec avec des résultats qui sont assez probants d'une étude à l'autre. Par exemple, le fait que baisser les cotisations sociales sur les bas salaires et non pas sur les hauts salaires, on pourra y revenir, oui, crée de l'emploi. Vous nous dites que ça pourrait être pire, c'est ça ce que vous nous dites? Et c'est-à-dire qu'on vous dit, on a baissé les charges sociales depuis les années 90 et pourtant le chômage a augmenté. Et oui, mais si on ne les avait pas baissés, qu'est-ce que ça serait passé? Est-ce que le chômage aurait été zéro? Est-ce que c'est important? Le titre de cette émission, c'est mobilisation générale. Est-ce que c'est important, à un moment donné, eh bien, de dire aux acteurs locaux, aux préfets, aux entreprises, cette fois, ça y est, on y est? Oui, très vraisemblablement, parce que, vous savez, en économie, il y a les chiffres, il y a les mécanismes, et il y a les solutions, et nous les avons sur la table. Dans l'ensemble des pays européens, nous ne sommes pas les seuls, rappelons-le. Les recettes, on les connaît. Et les recettes, vous voulez dire les recettes à gagner ou les recettes contre le chômage? Les recettes contre le chômage. Bien, oui, nous les connaissons. Mais il est un moment où il y a des choix à faire. Et si l'on considère que le style, c'est l'homme, on considère que là, on attend Manuel Valls, le Premier ministre, aujourd'hui, et demain aussi. Aujourd'hui, il vient d'écrire une lettre aux députés. Et nous le savons, les députés, au sein de la majorité présidentielle, sont très partagés, pour ne pas dire divisés. Il a dit clairement les choses. Et en ce sens, il rejoint un peu ses homologues, notamment l'italien qu'il a rencontré la semaine dernière. Il a dit, je dois aussi la vérité aux Français sur la situation de nos comptes publics. La dette, il le dit, 65% du PIB en 2007, aujourd'hui 90% en 2012. Il aurait même pu dire c'était 25% seulement il y a 30 ans, en 1982. Donc, l'enjeu, il est là. Et il est très important qu'à tous les niveaux de la société, que ce soit dans les branches professionnelles, dans les territoires, les fonctionnaires, les salariés, les employeurs, tout le monde sache que nous ne pouvons plus continuer. C'est donc tout simplement un discours clair, simple et un peu brutal qu'il nous faut recevoir. Est-ce Manuel Valls qui le délivrera? L'homme est taillé pour ça. Éric Heyer? Ce n'est pas un discours nouveau non plus. Ce discours sur lequel la dette est trop importante, c'est à peu près depuis le début de la crise économique. Même certains oublient que cette crise économique n'est pas une crise de l'endettement privé et pensent que c'est une crise de l'endettement public. Donc cette idée de la France est en faillite, c'est une idée qui est depuis 2007. Or, tout de même, aujourd'hui, les raisons de la hausse, on prend le cas de 2007-2008, le taux de chômage était à 6,8%. Au premier trimestre 2008. Vous voyez, le chômage baissait. Donc cette histoire de fatalité du chômage, en fait, on pourrait un peu l'écarter parce que avec le code du travail qui a épaissi, avec les 35 heures, avec tout cela, le chômage
arriver tout de même à baisser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le chômage augmente, non pas parce qu'on a durci les conditions de réglementation, parce que le SMIC a augmenté. Non, le SMIC n'a pas augmenté. On a plutôt flexibilisé le marché du travail avec l'ANI, et pourtant le chômage augmente. Ça veut bien dire que c'est les politiques macroéconomiques qui ont failli au cours de cette crise économique. C'est-à-dire que, effectivement, puisqu'on s'est mis comme seul et unique objectif la réduction des déficits et de la dette, forcément, on a eu une période de stagnation économique qui était longue, et quand on n'a pas de croissance, vous avez beau flexibiliser le marché du travail, si vous n'avez pas de croissance économique, le chômage augmente. Et le million de chômeurs supplémentaires depuis la crise économique, c'est en partie à cause de politiques économiques macroéconomiques qui ont été mal adaptées. Maintenant, l'échec de l'Europe, tout le monde le reconnaît. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu qu'un seul objectif et d'être allé trop vite, tous en même temps, vers ce même objectif, eh ben, maintenant, on le reconnaît. Alors, le fait de le reconnaître, c'est bien. Le FMI nous l'a bien indiqué, l'OCDE a bien emboîté le pas. Maintenant, il va falloir passer un peu aux actes. Et de ce point de vue-là, le discours en France est plutôt sur le thème, non, on va continuer sur cette austérité. Alors on nous dit, bah oui, faire 3 points de PIB, il y en a d'autres qui l'ont fait. Oui, c'est vrai que d'autres l'ont déjà fait avant nous, mais pas en 3 ans, pas quand on était en bas de cycle, pas quand tous le font, et pas quand on sort de 6 ans d'austérité. Donc dans ce cas de figure, moi je pense que il nous reste plus que ça maintenant. C'est-à-dire qu'on nous dit maintenant, l'État ne peut plus rien faire pour vous, donc ne comptez plus là-dessus, même mettez-vous dans un contexte économique qui ne sera pas bon. Vous voyez, 1% de croissance cette année, c'est pas suffisant pour créer des emplois, donc à vous de trouver des solutions. Et à vous, on va voir à qui. On va reparler de la mobilisation de l'appareil de l'État et nous allons continuer cette discussion avec vous, Laurent Bigorne. Mais d'abord, un cas concret. Alstom s'est donné 48 heures de réflexion entre l'offre ferme de l'américain General Electric et celle de l'allemand Siemens. Le groupe français annoncera sa décision au marché mercredi. Une décision sous pression politique, car l'État veut jouer pleinement son rôle. Arnaud Montebourg, Tony Truant assurent que les entreprises françaises ne sont pas des proies. Mais en coulisses, pendant ce temps-là, c'est François Hollande qui a repris le dossier en main. Elisa Coudray. Le PDG de General Electric à l'Elysée, quelques heures avant son homologue de Siemens. Ce lundi, le président reprend la main sur le dossier Alstom. Car l'enjeu est énorme. L'avenir d'un des fleurons de l'industrie et de quelques 18 000 emplois en France. Tout commence mercredi dernier. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Le géant américain souhaiterait racheter le groupe français, plus précisément sa branche énergie, la fabrication de turbines ou encore d'éoliennes. Un secteur qui représente 73% de son chiffre d'affaires, la moitié de ses salariés français, 9 000 au total. Immédiatement, Arnaud Montebourg monte au créneau. Le ministre du Made in France pose ses conditions. Nous avons 3 points de vigilance patriotique. Premier point, le risque de perte d'un centre de décision important pour la France. Deuxièmement, le désir et la nécessité de renforcer notre base industrielle en France et la nécessité d'obtenir, quoi qu'il arrive, des relocalisations industrielles sur le territoire national. Troisièmement, dans ce genre d'opération, le gouvernement est toujours soucieux du nombre d'emplois créés ou perdus, quels qu'ils soient. La défense de l'industrie tricolore. Ces derniers mois, Arnaud Montebourg en a fait son cheval de bataille. Florange, Lafarge, PSA. Le chantre de la lutte anti-mondialisation multiplie les déclarations tonitruantes. La ligne rouge, c'est que PSA restera français. Mais depuis, l'entreprise automobile est devenue franco-chinoise. Pas de quoi rassurer les salariés d'Alstom. Hier soir, certains d'entre eux s'étaient donné rendez-vous devant le siège du groupe au moment même où le conseil d'administration se réunissait. Tous dénonçaient alors un rachat express. On aimerait bien, nous, salariés, que ça reste ici, que le savoir-faire et la technologie restent en France et ne soient pas vendus ou bradés. La façon dont ça se fait, comme je disais, c'est des voyous. C'est rapidement, ça se fait un dimanche. Je fais des conseils d'administration un dimanche, vous en connaissez beaucoup. Enfin, c'est bizarre. Le conseil d'administration ne prendra finalement aucune décision suite à un nouveau coup de théâtre. Siemens se dit lui aussi intéressé. L'Allemand n'a pas encore formulé d'offre ferme, mais serait prêt à mettre sur la table près de 11 milliards d'euros. Autre avantage, Siemens céderait aux Français son activité de transport, le fameux ICE, le TGV allemand. Arnaud Montebourg ne cachait pas aujourd'hui sa préférence. En fait, on a 2 solutions. Pour l'instant, peut-être qu'il y en aura d'autres.
Mais pour l'instant, soit on se fait racheter, pour prendre une image qui serait familière aux Français, par Boeing, on se fait racheter par Boeing. Mais la France va travailler. Soit on décide de construire Airbus. Quelle est la différence? Siemens propose de créer 2 leaders mondiaux. Un allemand dans l'énergie et un français dans le transport. Car il propose, c'est une originalité de l'offre Siemens, c'est à votre préférence, de nous donner en contrepartie tous les actifs Siemens dans les tramways, les trains, l'ensemble du ferroviaire et des transports, la signalisation. Donc, c'est la solution qui a votre préférence, Arnaud Montebourg? C'est une solution qui est sur la table. Nous allons en discuter. On peut dire aujourd'hui que nous préférons sortir renforcés, car nous pouvons tirer parti de cette situation en créant les conditions de l'émergence d'un leader mondial champion Made in France, et c'est ce que nous cherchons à faire. Mais les syndicats ne sont pas convaincus, car dans le secteur de l'énergie, Siemens est un concurrent d'Alstom. Les emplois français pourraient donc être menacés. On fait des mêmes métiers, on fait des mêmes productions. Donc forcément, il y aura des doublons et il y aura des restructurations et de la casse au niveau de l'emploi. Et ça, c'est pas acceptable. Pour rassurer, Siemens aurait promis de ne pas licencier pendant 3 ans. Le groupe Alstom devrait quant à lui rendre sa décision d'ici mercredi matin. Alors cette question SMS pour poursuivre notre discussion. Alstom, de nouveaux chômeurs pour les prochaines statistiques. Laurent Bigorgne, c'est ça qui va se passer? Il va y avoir de la casse comme on l'a entendu dans le reportage? À ce stade, on n'en sait rien. Et puis c'est vraiment un dossier industriel complexe. On voit bien avec des forces en présence qui évidemment interrogent le gouvernement. Mais c'est intéressant pour rebondir sur ce que disait Eric hier. Au fond, c'est pas aujourd'hui Alstom qui est en mesure de racheter Siemens. C'est Siemens qui est en mesure de racheter Alstom. Donc c'est quand même une entreprise emblématique d'un pays qui a fait à peu près le contraire de ce que nous avons fait ces dernières années avec les mêmes contraintes en termes macroéconomiques. Donc je pense qu'on peut aussi, pardon de revenir macro, mais en tirer des enseignements. Maintenant, sur le dossier en lui-même, ça fait quand même assez longtemps qu'on explique que les entreprises françaises, dont on pense que parce que certaines sont très grosses, elles sont au fond protégées de la compétition internationale, qu'elles vivent comme des rentières, qu'il n'y a pas de problème et qu'au fond la base industrielle et la base de services du CAC va tenir. Les entreprises françaises, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'elles sont dans une compétition mondiale. C'est le cas d'Alstom, on l'a vu dans votre sujet, c'est le cas de Peugeot, ça a été le cas de Lafarge qui a fait des choix. Donc on est à l'heure d'un certain nombre de choix. Ça veut dire qu'il faut accepter la vente à la découpe? Ça, je ne sais pas s'il faut accepter l'avantage des coupes. Et puis, il y a un actionnariat, qui en décidera pour Alstom. C'est pas un sujet de l'État. J'ai envie de dire que c'est un sujet. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. C'est pas un sujet de l'État. On a vu, là, pour le coup, on parlait de volontarisme tout à l'heure, le volontarisme d'Arnaud Montebourg sur ce dossier, dont il donne le sentiment de s'être totalement emparé avec le président. C'est normal que l'État soit intéressé. Il a énormément, il procède via la commande publique. Il a énormément commandé à Alstom et il continuera de le faire, quel que soit le pavillon. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus les moyens de pouvoir dire j'ai telle ou telle préférence parce que tout simplement, c'est une entreprise qui va vivre sa vie. Alors ensuite, on la regarde avec vigilance. Maintenant, si on va sur le fond un instant du dossier, encore une fois, je ne suis pas un expert de l'industrie. Quand je vois les Allemands qui nous disent nous, on prend la partie qui nous intéresse beaucoup, l'énergie, vous prenez la partie transport, c'est celle où il y a déjà la Chine, notamment sur la grande vitesse. J'ai envie de dire que le choix paraît audacieux, donc il faudra que la France soit très très forte si c'est le choix qui est fait. Mais peut-être un point, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Il faut voir qu'aujourd'hui, la valorisation d'Alstom, c'est la même que Airbnb. J'ai dit, pour tous ceux qui nous regardent, Airbnb, c'est ce qui permet aujourd'hui sur le web d'aller réserver dans le monde entier, non pas des chambres d'hôtel, mais d'aller louer chez quelqu'un qui vit à San Francisco ou à Shanghai un appartement. La valorisation aujourd'hui de ce fleuron industriel français, c'est la même chose qu'un site web qui a quelques années d'existence comme Airbnb. Et qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? On pourrait aussi citer l'exemple de Facebook qui a racheté une application de 19 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention à ne pas rester le regard rivé sur des choses qui sont des éléments essentiels évidemment du paysage industriel français, en oubliant par exemple la nouvelle économie, en oubliant les services, en oubliant l'innovation, en oubliant des dynamiques qui sont très puissantes dans la vallée, enfin en tout cas en Californie par exemple aujourd'hui, mais partout ailleurs. Attention à ne pas être monomaniaque d'un certain type d'industrie. C'est pas être monomaniaque que de essentiel préserver. pour nous, mais attention à ne pas se laisser déborder par ce mouvement-là. La prochaine vague de croissance, elle est là. Mais est-ce que vous considérez, pour aller au bout de cette réflexion, qu'il faut malgré tout sauvegarder ces fleurons de l'industrie française? Parce qu'on aura toujours besoin de construire des turbines des trams ou des éoliennes. Mais pardon, si on a un avantage comparatif pour le faire, bien sûr. Si on a su maintenir effectivement un coût du travail qui le permet, bien sûr. Si on a une production intellectuelle d'ingénieurs, bien sûr.
Mais si ça n'est pas le cas, il y a peut-être d'autres secteurs sur lesquels on aurait aujourd'hui des avantages comparatifs à faire valoir et qu'il faudrait investir et prendre. Vous dites on laisse partir Alstom Je ne dis pas qu'on laisse partir Alstom. Alstom ne va pas disparaître du paysage en tout cas, français. c'est une mais position Alstom que vous défendez. est en danger. Enfin, la situation qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas d'hier, elle ne date pas de ce dimanche. Les difficultés d'Alstom, tout le monde les connaît depuis plus d'une décennie. Donc voilà, on arrive à un moment où malheureusement l'addition nous est présentée, elle arrive à un moment où il y a un problème de financement des entreprises en France, on a un problème de compétitivité, alors on en discutera sans doute tout à l'heure, moi j'estime qu'on a un problème de compétitivité coût, donc on voit la traduction de tous ces problèmes, évidemment ça impacte aujourd'hui non plus seulement des PME ou des ETI, parce qu'on aurait pu faire la même émission sur beaucoup d'autres entreprises, ça impacte une grosse entreprise. Voilà. Bernard Vivier, je reviens sur le volet politique si vous le voulez bien, est-ce que l'État a un levier dans cette histoire-là, ou est-ce que c'est de l'agitation, est-ce que c'est un numéro de claquette, si vous me permettez l'expression? Non, ce n'est pas un numéro de claquette, mais simplement nous avons eu le sentiment réel qu'il y a quelques décennies, et pas si longtemps que ça, l'État décidait de la vie de nombreuses entreprises. Pourquoi? Parce que l'État était actionnaire, c'est le patron des entreprises, il fabriquait des locomotives, par exemple. L'exemple n'est pas pris au hasard. Aujourd'hui, les privatisations sont venues là-dessus. Donc, de façon un peu directe, faciale, au premier abord, l'État n'a rien à faire dans une affaire qui concerne deux entreprises, l'une française et puis l'autre américaine ou allemande. Simplement, si l'État cessait d'être actionnaire, il ne peut pas cesser d'être acteur. Pourquoi? D'abord parce que nous avons besoin d'actionnaires qui s'installent dans la durée. On le voit, le montage qui a été fait avec PSA a permis, avec la présence de l'État, eh bien, de ne pas laisser la Chine prendre PSA. Ça montre bien que quand une famille pour PSA ou d'autres actionnaires ne sont pas suffisamment là installés dans la durée, il faut bien qu'une puissance, et c'est tout simplement le principe de subsidiarité, vienne prendre en charge ce qui manque. Deuxièmement, parce qu'un pays ou une région, et en l'espèce on ne peut plus raisonner de façon cantonale comme si la France était un canton qui suffit à lui-même, parce que la région Europe a besoin de se doter d'une belle industrie. On ne peut pas penser que l'Europe demain va vivre avec du tourisme ou des services à la personne, même si ces secteurs-là embauchent beaucoup de monde. Il faut une industrie solide. Et cette industrie, elle se réalise évidemment dans la coopération. Le ministre Montebourg l'a dit, il a pris le très bon exemple de Airbus. Les Américains et Boeing jalousent Airbus. C'est une très belle coproduction franco-allemande, avec des couacs. Mais ça y est, les carnets de commandes regorgent. Une entreprise peut être exsangue à un moment, c'est le cas de Alstom aujourd'hui. Demain, avec une belle coopération, elle peut renaître. Alors oui. C'était pardonnez-moi de revenir à ma question. Est-ce que l'État a des leviers? Est-ce qu'à un moment, François Hollande, Arnaud Montebourg peuvent dire non, ce sera Siemens? On l'a vu avec PSA. On l'a vu avec PSA, on l'a vu exemple contraire sur la téléphonie. Avec la téléphonie mobile, bien sûr, parce qu'il y avait une préférence très nette du ministre Montebourg pour Bouygues et puis c'est une autre. Mais si l'État ne peut pas tout, l'État ne peut pas ne rien faire non plus. Oui, il a un rôle à jouer. Oui, il peut actionner. C'est la puissance publique. Il est le gardien de l'intérêt général. Il n'a pas à se mêler des affaires du marché, mais il a à réguler, à contrôler, à surveiller le marché. Et quand il y va de l'intérêt d'une très grande entreprise française, il a le droit et le devoir d'intervenir. Évidemment, pas forcément pour acheter des actions ou faire, comme il faisait autrefois, jouer à l'industriel. Alors, on entend beaucoup, et on a entendu le président de la République dire il faut un Airbus de l'énergie, etc. Donc, il plaiderait plutôt pour l'accord avec Siemens. Et on entend aussi une autre version de certains dire il y aura des doublons avec Siemens, ce sera compliqué, la solution américaine est la plus favorable. Qu'est-ce que vous en dites, Agnès Benazzi-Kéré? Oui, il y a un troisième problème qui est celui des règles de concurrence. Si le géant avait une part de marché trop importante, à ce moment-là, il serait obligé de céder des activités. Donc, on n'est pas au bout de l'histoire. Je voulais revenir sur l'idée du volontarisme, public. Le volontarisme, c'est très bien, il faut faire attention qu'il soit cohérent. Parce qu'on a du volontarisme pour dire aux entreprises, aux pays étrangers, venez dans notre pays tellement attrayant, venez les capitaux étrangers, nous avons des conditions de production très bonnes, et donc pour lutter contre l'effondrement de l'investissement direct étranger qu'on a connu récemment. Et la première grosse entreprise qui se présente, General Electric, on dit, ah ben non, pas vous, désolé. Donc voilà, il faut faire un tout petit peu attention de ne pas envoyer une image un peu nationaliste. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est pas justifié. Hein. Je ne connais pas au profondeur le dossier. Il y a peut-être des questions stratégiques puisque le sujet c'est l'emploi. En termes d'emploi, est-ce qu'il y a une bonne option? Là, General Electric,
ou Siemens? Puisque c'est ça le sujet, le combat, la mobilisation générale. Ce qu'on peut voir dans ce générale. c'est que GE est un gros employeur en France. On a tendance à penser que GE c'est une boîte américaine, mais en France c'est plusieurs milliers d'emplois, c'est des centres de recherche, c'est des centres de production, ils sont très présents. Donc il ne faut pas non plus, effectivement, je suis d'accord avec Agnès, Benassi-Kerry, il ne faut pas en faire comme ça, j'allais dire, un épouvantail. Vous pouvez présenter l'histoire de manière complètement différente en disant Alstom est trop faible. Pour se développer, a besoin de capitaux étrangers, n'a pas les capitaux, n'a pas la capacité de lever des capitaux pour un certain nombre de raisons, et donc est tout content d'accueillir des capitaux étrangers pour pouvoir maintenir l'activité. Vous voyez, c'est notre manière de. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de que vivent les salariés qui ont une vraie inquiétude aujourd'hui sur la façon dont les choses vont se traduire ensuite. La vérité, sans doute entre les deux. Hein, la vérité, sans doute entre les deux. Et j'étais aussi d'accord avec Laurent Bigot tout à l'heure. Il faut faire attention. Le vrai drame, c'est pas ce qui arrive à Alstom. Le vrai drame, c'est qu'il n'y ait pas des entreprises de taille intermédiaire qui soient capables de remplacer Alstom dans le CAC 40. C'est ça le vrai problème de l'économie française. Et la difficulté, c'est aussi l'après. C'est qu'ensuite, on peut imaginer que ces entreprises-là, avec des capitaux américains, puisqu'on parle de General Electric, peuvent décider de délocaliser, peuvent décider ensuite de supprimer des emplois, Eric Heyer. C'est ça qui inquiète les salariés. C'est pour ça que le centre de décision doit rester en France. Ça, c'est important. Voilà. C'est effectivement, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, ça serait complètement différent. Mais après, est-ce que l'État peut tout? Il faut rappeler qu'en 2003, on n'est pas dans la situation de 2003-2004 où Alstom était au bord de la faillite. Et là, il n'y avait pas d'entreprise étrangère pour venir aider Alstom. Et là, c'est l'État qui est venu à la rescousse et qui a fait même une bonne affaire. Vous voyez, on dit toujours que les nationalisations partielles, c'est une catastrophe. Non, vous voyez bien que dans le cas d'Alstom, le public y a gagné puisqu'ils ont vendu 2 ans après 2006 à Bouygues en faisant une plus-value de 1,2 milliard. Donc vous voyez que quand on dit que c'est toujours mauvais, bah là c'est un exemple où, en tout cas, le contribuable y a gagné. Bon, et donc l'État, il a toujours bon dos, c'est-à-dire que quand tout va mal, bah, c'est lui qui doit aller, mais après quand tout va bien, il n'a pas son mot à dire. Si, bah voilà, il est normal. Et là, ça il a été aurait son mot à dire financièrement, c'est-à-dire que de l'argent public il a son mot à dire, Alstom. mais ça a été dit, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'à hauteur c'est le principal client, il est là, il est dans son rôle. Ensuite, c'est pas lui qui va trancher sur GE ou Siemens, mais qu'il y ait aujourd'hui un esprit européen, mais pourquoi pas? On est en train de faire la guerre, entre nous, on le répétera peut-être tout à l'heure, sur la compétitivité. D'ailleurs, en l'occurrence, je pense entre Siemens et Alstom, juste pour répondre à ce qui a été dit, c'est pas une question de coût, parce que le coût dans l'industrie en Allemagne est supérieur en France. Par contre, c'est le coût dans les services, bon, peu importe. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on se fait la guerre entre nous, entre Européens, parce qu'on essaie de gagner en compétitivité, qu'on essaie de recristalliser un esprit européen autour de certains projets européens, me semble être une bonne idée. Alors, est-ce que ça doit se faire de façon très dure ou plutôt amicale? Vous voyez, c'est plutôt dans la forme. Juste pour bien comprendre, pardonnez-moi, juste pour rester sur ce sujet-là, vous avez évoqué la situation de 2004. En quoi est-elle différente aujourd'hui? Pourquoi l'option de l'engagement financier de l'État avec de l'argent public dans Alstom est totalement exclue aujourd'hui? Mais parce que l'entreprise n'en a pas besoin à ce stade. Ah oui, c'est ça. Premièrement, l'entreprise n'en a pas besoin à ce stade. Deuxièmement, il n'y a plus de sous dans les caisses de l'État. Il y en a moins qu'avant. Ça nous avait pas échappé. Il n'y en avait pas plus. Et sur la question de l'emploi, pour répondre à la question, il y a 93 000 salariés chez Alstom, il y en a 305 000 chez General Electric, et il y en a à peu près 360 000 chez Siemens. 1 plus 1 dans une restructuration, dans un regroupement, ça ne fait pas 2. Donc, disons-le de façon brutale et de façon très triste, un rapprochement de Alstom avec un autre industriel, ça va faire de la casse dans le domaine de l'emploi à court terme. Simplement, il nous faut choisir, et donc il faut préparer les mesures d'accompagnement, de reclassement. Soyons lucides. Simplement, ce que nous pouvons observer, c'est que nous avons, nous, Français, à choisir l'option la plus favorable pour notre camp, le camp de la France, c'est-à-dire le camp de l'Europe. On ne peut plus penser France seule. C'est clair. Mais est-ce qu'on peut penser qu'il y en aurait plus de casse sociale, comme on dit avec Siemens, parce qu'il y a des doublons dans les activités? Non, pas forcément. Effectivement, celui qui peut le dire aujourd'hui, il est très très fort. Moi, je voudrais revenir un instant sur la question du volontarisme politique, parce qu'à ce moment-là, il faut un peu changer d'échelle de temps. Si on nous avait expliqué il y a 10 ans qu'il y aurait une politique coordonnée franco-allemande dans le domaine de l'énergie, que les choix des deux pays seraient convergents, c'est-à-dire celui d'une transition énergétique appuyée sur du nucléaire, par exemple avec du gaz, et que derrière on construisait des gens industriels pour promouvoir ce modèle, je dirais oui, il y a eu bon volontarisme politique, il y a eu une bonne allocation de la dépense publique, il y a eu de bons investissements, et derrière, en plus, on a un écosystème entrepreneurial. C'est pas ça du tout l'histoire. Et donc aujourd'hui, évidemment, on est en train d'essayer de recoller des morceaux, en train d'essayer de nous dire on va faire surgir un Airbus européen, mais il faut même voir que dans le domaine de l'énergie, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de politique aujourd'hui à ce stade européenne de l'énergie.
Donc si on veut vraiment poser la question, c'est celle-ci qu'il faut adresser. Il faut demander aux politiques français comme aux politiques allemands, pour le coup, d'être en cohérence, de faire du travail, mais sur du temps long. C'est pour ça qu'on a le sentiment que tout se joue dans l'urgence, alors qu'au fond, c'est un problème qui est sur la table depuis longtemps, j'imagine, celui d'Alstom. Non ? La situation financière d'Alstom. Bien sûr, ça a été dit dans la taille. Enfin, c'est une boîte qui, par ailleurs, Agnès l'a bien redit aussi, a un problème de masse critique. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, pour pouvoir prendre un certain nombre de risques, pour pouvoir prendre des décisions d'investissement, pour pouvoir prendre des chantiers tout simplement, pour pouvoir faire des offres à d'autres États, il faut avoir une taille. Et peut-être qu'Alstom est resté de ce point de vue-là un peu en marge, peut-être centré aussi sur des technologies très françaises et avec une moindre écoute de ce que disaient les marchés à un certain moment. Je ne vais pas entrer dans un dossier, encore une fois, que je connais trop mal. La réalité, c'est que moi, je suis convaincu que le volontarisme politique, ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait l'afficher. D'une certaine façon, il est trop tard. C'est quand on n'a pas su s'entendre avec les Allemands sur la politique énergétique qu'on pourrait conduire ensemble. Décision unilatérale de l'Allemagne, mais il faut bien dire que la France n'a pas non plus fait un cheval de bataille à Bruxelles ou ailleurs. Ça aurait pu être un très beau sujet bilatéral entre les deux pays. On a manqué. Et donc, évidemment, derrière, nos entreprises, aujourd'hui, sont un peu à front renversé en se demandant mais comment je fais pour me réinventer? Alors, on évoquait le volontarisme politique, on passe au branle-bas de combat. Manuel Valls et François Hollande ont convoqué aujourd'hui à la Maison de la Chimie les préfets, les sous-préfets, les directeurs d'administration. Il s'agit naturellement de défendre une nouvelle fois les choix du pacte de responsabilité et de solidarité, mais pour aussi mobiliser l'appareil d'État pour l'emploi, pour la croissance, histoire que la France ne passe pas à côté du début de reprise qui se dessine. Marie-Laurent avec Margot Chouraki et David Lemarchand. La reprise à portée de main. États-Unis, Europe, François Hollande voit le retour de la croissance partout, mais la France reste à la traîne. Alors à la Maison de la Chimie cet après-midi, toutes les composantes de l'État avaient été mobilisées avec un objectif, mettre en œuvre le pacte de responsabilité. Quel est le pari? Le pari, c'est la confiance. De faire confiance. De faire confiance aux chefs d'entreprise. De faire confiance aux partenaires sociaux. Parce qu'ils souhaitent tous la diminution du chômage. Ils veulent tous le renforcement de la base industrielle de notre pays. Ils attachent tous de l'importance à l'intérêt national, qui peut être aussi leur propre intérêt, quand il s'agit de réussir pour redresser l'économie française. Aux côtés du président, une grande partie du gouvernement venue convaincre les préfets, incarner la lutte contre le chômage. Il faut se mobiliser, tous les acteurs de terrain, les acteurs de l'État, mobilisation générale. Voilà ce qu'on décrète. Si on veut surmonter la crise, si on veut créer les conditions de la confiance, si on veut retrouver le chemin de la croissance, il faut la mobilisation générale. Car le pari est loin d'être gagné. Les derniers chiffres de l'emploi viennent de tomber avec une stabilisation, mais pas encore d'embellie. 3 349 000 chômeurs en mars, c'est seulement 1600 de plus que le mois dernier, bien mieux que la flambée de février, mais tout de même plus de 4% d'augmentation en un an. Devant le parterre de préfets, un interlocuteur plus familier est venu s'exprimer. Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur, a tenu à rappeler que les entreprises premières bénéficiaires du pacte devront elles aussi s'engager. Pour être concret, je vous demande de réunir dans les prochaines semaines et dans chaque arrondissement les forces vives économiques autour des services de l'État, les entreprises, les unions syndicales locales, les chambres consulaires, les experts comptables qui sont bien souvent les DRH des petites entreprises. Tous, je l'oublie peut-être, doivent être autour de la table pour traduire les engagements en embauche. Je veux être très clair, les marges dégagées par les entreprises doivent servir à l'investissement et à l'emploi. Elles n'ont évidemment pas vocation à être consacrées aux dividendes versés aux actionnaires ou à la rémunération des dirigeants. Ces marges sont le carburant, l'énergie de la reprise économique. Parmi les leviers de croissance, le fameux choc de simplification mis en musique par le député Thierry Mandon, proche d'Arnaud Montebourg. Selon lui, nul besoin de sanctionner. Les entreprises mieux contrôlées devraient se montrer responsables. D'abord, on discute. C'est-à-dire que d'abord, on a des comités, des lieux où ce que fait l'entreprise des aides qui lui sont attribuées
sont chaque année évalués, où des partenaires sociaux, les syndicats, éventuellement les représentants de l'État local, éventuellement même les parlementaires, où l'entreprise explique, moi voilà comment j'ai utilisé les aides dont j'ai bénéficié cette année. Et ça c'est très important, ça n'existe pas jusqu'à maintenant. On donne et on donne un peu à fond perdu, les entreprises font comme elles veulent, qu'il y ait des lieux où elles rendent des comptes et où tout ça soit discuté, c'est un gros progrès. Principale annonce de François Hollande, les chômeurs de longue durée bénéficieront à l'avenir du statut d'apprenti, quel que soit leur âge, en espérant leur ouvrir ainsi les portes de l'entreprise. Juste pour revenir quand même sur ce reportage qu'on vient de voir, on parle de mobilisation générale, de volontarisme depuis le début de cette émission. Agnès Benazzi-Kéré, quand vous entendez le Premier ministre dire aux acteurs de l'État, il va falloir réunir les forces vives autour de vous, ça sert à quelque chose? C'est de la posture politique? Ça peut faire bouger les lignes en matière d'emploi? Je pense que ce pacte de responsabilité, c'est un ensemble. Il y a d'un côté des mesures très impressionnantes de baisse de dépenses. Elles sont tenues, ce sera la première fois, hein, c'est très impressionnant. De l'autre côté, des mesures fortes de baisse de cotisations sociales, d'impôts pour les plus modestes, une taxe sur le chiffre d'affaires qui pose vraiment problème aux entreprises. Et puis, à plus longue échéance, l'impôt sur les sociétés. Donc, un certain nombre de choses fortes. Bon, maintenant, il faut mettre un peu de la colle autour de tout ça et que ça soit crédible dans le long terme, parce que si les acteurs économiques n'y croient pas, à ce moment-là, on ne va pas embrayer sur l'investissement. On peut dire plus de marge pour les entreprises, ça fait de l'investissement. Donc il fallait le faire. Mais il fallait le faire, il fallait sonner la mobilisation, le branle-bas combat. Oui, toute l'enveloppe de crédibilité qu'on peut créer autour de ce programme peut accroître son efficacité. Parce que, en fait, on est en présence d'une baisse de dépenses publiques qui aura un effet quand même récessionniste sur l'activité. Il y a un pari de l'autre côté sur l'offre, et l'offre, c'est beaucoup moins évident. Hein, sur les cotisations sur les bas salaires ont un effet assez mécanique sur l'emploi, mais les autres baisses de charges pour les entreprises, si vous voulez, ça aurait l'effet que les patrons le donneront. Mais là, ce sont les préfets qui vont aller voir les chefs d'entreprise et ils vont lui dire alors combien vous avez créé d'emplois? C'est comme ça que ça va se passer? Et c'est pas la première fois. Nicolas Sarkozy avait déjà fait ça. Vous savez, le métier de préfet, c'est aujourd'hui un métier de touche à tout difficile. D'abord parce qu'on peut être évacué du jour au lendemain parce qu'on a des plus, et puis parce qu'on vous fait faire, le on, c'est la puissance publique, hier Sarkozy, aujourd'hui Hollande, des choses impossibles. Disons-le clairement, un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner. C'est pas fait pour embaucher, c'est pas fait pour entreprendre. Alors c'est vrai, un préfet, on va le convoquer en lui disant « Avez-vous dans votre département et dans les arrondissements de votre département mobilisé, comme on le dit, les forces vives du pays ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Aidez-moi. Les forces vives du pays, c'est-à-dire, si, ça veut dire quelque chose quand même, mais les forces vives du pays, c'est-à-dire les forces qui entreprennent, sont les chefs d'entreprise. Elles ont leur réseau, ce sont les chambres de commerce, ce sont les chambres professionnelles, les chambres patronales, les MEDEF territoriaux, c'est-à-dire davantage une logique tournée vers ce pacte de responsabilité qui a du plomb dans l'aile, mais qui est une bonne idée sur le fond, c'est-à-dire on va donner de la capacité à investir aux entreprises. Simplement, il faut cibler ce pacte de responsabilité. On a un peu dispersé les sommes. Et puis, il faut surtout, et ça a été dit, redonner de la confiance. En économie, le mot confiance, il est très important. Il est, comment dire, très difficile à saisir. Et il est central en même temps. Sans confiance, il n'y a pas de relance. Ça fait combien de semaines qu'on parle de la confiance, que François Hollande amorce un discours pro-entreprise? Éric Heyer, pourquoi ça ne prend pas? Il faudra voir si ça ne prend pas. Mais effectivement, l'économie... Vous voyez que ça prend? Non, on regardera. Mais effectivement, l'économie n'est pas une science dure. On ne dit pas, tiens, en faisant ça, c'est sûr qu'on aura cela. C'est pas possible. Il faut vraiment enlever ça de la tête des gens. Ça va dépendre de tellement de critères. D'abord de la conjoncture, de ce que font nos partenaires et de la confiance. Effectivement, si on ne croit pas qu'on va faire ces baisses de dépenses publiques, si on ne croit pas que ça sera durable, ces baisses de cotisations, bien entendu que tout cela, ça sera on n'embauche pas, du coup. Donc se dire, voilà, on a fait tourner nos modèles, mais je peux vous en parler, on fait pareil à l'OFCE. Mais attention, c'est juste une évaluation.
mais encore une fois, c'est pas une science. Donc on peut dire, bah voilà, dans le meilleur des cas, ça fera ça, mais dans le pire des cas, ça fait même quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, il est un peu là, le souci, c'est que on a, mais ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on a, avec un seul instrument qui est le pacte de responsabilité, plusieurs objectifs. Mais ça, alors ça, il y a une règle en économie de Tim Bergen qui dit ça ne marche pas. Il faut avoir un seul objectif par règle. Et aujourd'hui, ce pacte de responsabilité, ça doit restaurer les marges, faire de l'investissement, créer de l'emploi. Non, on sait que c'est pas possible. Il aurait fallu choisir. Est-ce que c'est l'emploi notre priorité? Auquel cas, il faut tout cibler sur les bas salaires et tant pis, c'est que très court terme. C'est un peu ce qu'a dit François Hollande Oui, mais aujourd'hui, non. Mais en tout cas, dans les faits, c'est pas ce qui a été fait. Est-ce que ce qui nous manque, c'est de l'investissement? Et on sait que si nos investissements ne repartent pas, c'est parce que les marges des entreprises sont extrêmement faibles, parce que les entreprises n'ont pas choisi pendant cette crise comment il fallait ajuster. Est-ce qu'il fallait ajuster par la durée du travail, comme l'ont fait les Allemands? Est-ce qu'il faut ajuster par les salaires, comme l'ont fait, admettons, les Japonais? Est-ce qu'il faut l'ajuster par l'emploi, comme l'ont fait les Espagnols? Nous, on n'a rien fait de tout cela. Donc, on a des marges dégradées. Donc, il faut restaurer ces marges. Mais oui, mais on ne peut pas tout demander aux entreprises. On n'a pas un cap bien clair. Et donc, on a un peu saupoudré. Donc, quand on saupoudre, on aura des petits résultats, malheureusement. Moi, je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est le risque d'une politique, effectivement, qui a plusieurs nords à sa boussole. Et donc, effectivement, l'aiguille s'affogue et objectivement, on perd le nord. J'avais trouvé personnellement ridicule le débat sur l'identité nationale dans les préfectures. Et donc, effectivement, si demain on doit avoir un débat dans les préfectures, ou en tout cas, si demain on doit, au niveau préfectoral, regarder comment s'ajuste le marché du travail localement, je trouverais ça tout aussi ridicule. Je pense que c'est pas le bon rythme, c'est pas la bonne place et c'est pas la bonne méthode. Moi, je veux dire que ce pacte-là, si on veut qu'effectivement la confiance qui ne se décrète pas, la confiance, ça s'installe. Si ce pacte doit donner d'autres choses, si ce pacte n'est pas un aboutissement, effectivement, il faut que le président le dise et qu'on ouvre un certain nombre d'autres dossiers. Il y a des dossiers de long terme qu'on ne touche pas. Par exemple, la question de l'apprentissage. C'est bien beau de nous dire que les seniors vont être pris comme apprentis, mais la question de l'apprentissage des jeunes et les sorties en apprentissage, ou en tout cas les non-entrées en apprentissage, et la diminution des entrées en apprentissage l'année dernière, elle est préoccupante. Et il y a plein d'autres questions comme ça, la formation professionnelle, qui sont des questions de long terme, qui vont dans le sens d'une plus grande qualification, et donc évidemment d'une reprise d'un emploi à un moment ou à un autre. Ça, ce sont des questions éminemment intéressantes. Qui ont été abordées par le gouvernement. Qu'est-ce que vous reprochez dans la façon dont ça a été abordé, notamment sur la formation professionnelle? L'apprentissage a été abordé de façon purement budgétaire, et donc objectivement on n'aura rien, ça ne produira rien, on n'aura pas d'apprentis non qualifiés en plus qui entreront dans le système. Moi, je suis prêt à prendre les paris, mais 10 fois. Deuxièmement, on a objectivement une convention UNEDIC, donc un régime d'assurance chômage qui, de mon point de vue, reste toujours aussi peu incitatif, toujours autant en déficit et qui continue de poser problème. On peut avoir une discussion là-dessus. En tout cas, je ne vois pas en quoi il change, ou en tout cas en quoi il contribue à, par exemple, instiller davantage de flexisécurité. Sur la formation professionnelle, on a besoin massivement, le chômage en France est un chômage de non qualifiés. On a donc besoin d'aller vers les chômeurs, vers les moins qualifiés, et objectivement, on n'en prend pas le chemin. Ou en tout cas, jamais de façon suffisamment vigoureuse. Donc c'est comme si on rustinait en permanence un système. C'est très bien dit d'ailleurs par Thierry Mandon. On est dans une économie de la subvention. Donc en permanence, on est à rustiner un système qui ne tient plus. Il y a trop d'impôts, donc on fait de la subvention. Et la subvention, elle crée de la morale, elle crée des biais. Et effectivement, on est tous là à se dire, on n'est pas très d'accord dans la façon dont les subventions sont louées. Autant de ne pas faire la dépense et autant de ne pas lever l'impôt correspondant. Vous mettez les emplois d'avenir dans les subventions et les rustines. Il y a des études économétriques qui montrent très bien que les emplois dans le secteur non marchand, que les emplois aidés dans le secteur non marchand, ce n'est pas un bon outil d'intégration. Oui, Agnès Benazzi-Kéré. Oui, je confirme, puisque une note du Conseil d'analyse économique. Exactement. Printemps dernier. Ça. Je vais revenir c'est malgré tout, pardonnez-moi, on va quand même rester sur ce sujet-là. C'est l'emploi des jeunes. On nous a dit ça permet quand même de faire baisser le chômage des jeunes. Ce sont des leviers de l'action publique et de l'action politique. C'est du traitement social du chômage. C'est pas la même chose. Il y a un débat. Alors, les emplois d'avenir ne sont pas du traitement social. Mais je pense qu'il faut bien distinguer les études auxquelles vous faites référence. C'est sur les contrats aidés de 8 mois, c'est les CAE, les TUC, etc. Les emplois d'avenir, ce n'est pas du tout ça. Vous vous trompez complètement. Les emplois d'avenir, ce sont des contrats de 3 ans. Jospin, pardon. C'est sur les contrats jeunes de l'époque Jospin. Non, mais c'est pas les mêmes. Là, vous voyez qu'on est sur des emplois de 3 ans, pas de 8 mois, avec un volet formation qui est bien plus important. Il n'y a pas de volet formation dans les emplois. Attention, il faut. Vous en êtes si sûr du volet formation des emplois aidés tels qu'on les voit aujourd'hui ? En tout cas, c'est ce qu'il y a sur le papier. Non, mais attendez, après, oui, mais alors, vous voyez que non, on peut pas prendre des études qui étaient dans un autre contexte
contexte conjoncturel. Vous voyez que les emplois, typiquement le traitement social du chômage, il faut les faire en bas de cycle, quand tout va mal. Le problème, c'est qu'on les a fait quand tout allait bien. Donc quand vous faites des mesures en 97-2000, on a créé 2 millions d'emplois. Faire des emplois aidés à ce moment-là, c'est une catastrophe. Donc les études vous disent c'est une catastrophe. Le faire en bas de cycle, c'est bien plus intéressant. Et le faire avec un volet formation, c'est bien plus intéressant. Donc ne prenons pas les études qui ont été réalisées dans d'autres contextes pour dire ça a déjà été fait, sinon c'est la phrase de Mitterrand, tout a été fait et rien n'a fonctionné. Très simple, très terre à terre. Le pacte de responsabilité égale 200 000 emplois. Voilà ce que dit le gouvernement. Agnès Benazzi-Kéré, est-ce que c'est possible ? Oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est une des choses qui sont relativement réalistes compte tenu de l'argent qui est mis sur la table. Hein. On a parlé tout à l'heure de saupoudrage. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de saupoudrage. Il y a 2 objectifs qui ont été clairement identifiés, qui sont 1, l'emploi des peu qualifiés, 2, la compétitivité. Les peu qualifiés ne sont pas dans les secteurs ouverts à la concurrence en général. Et donc, ce n'est pas les mêmes instruments. Donc, il y a 2 instruments. Il y en a un qui sont les baisses de cotisation sociale. Il y a une étude récente de Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo qui a étudié un dispositif qui justement allait jusqu'à 1,6 fois le SMIC et qui était un dispositif de zéro charge pour les petites entreprises, très petites entreprises, et qui donne des chiffres encore plus élevés que ce que dit le gouvernement. Donc je pense qu'on est vraiment c'est la bonne recette, c'est un pari qui est au fond ils ont fait les bons choix stratégiques. Si vous voulez, parmi les nombreuses politiques de l'emploi, c'est une des rares dont on ait des études convergentes sur le fait que ça marche. Et donc le deuxième aspect, c'est la compétitivité. Alors, la compétitivité, c'est une notion plus difficile à cerner que l'emploi. L'emploi, on est dedans, on n'est pas. La compétitivité, oui, ça, c'est simple au fond. Voilà. Il ne faut pas sous-estimer le fait que les entreprises françaises sont soumises à des impôts sur la production tout à fait hors normes par rapport au reste du monde et au reste de l'Europe. Il y a des impôts tout à fait spécifiques. On n'a pas d'études parce qu'il n'y a que la France qui a ces impôts. La C3S, qui va être progressivement supprimée, il n'y a que la France qui a ça. Et donc, on ne sait pas exactement l'impact que ça a, mais on sait que c'est extrêmement difficile pour les entreprises. Pourquoi ? Notamment les entreprises ouvertes à la concurrence, pour lesquelles le prix est donné. Donc si vous taxez sur le chiffre d'affaires, eh bien ça va être très difficile de répercuter sur le client. Et donc on peut espérer là que les marges augmentent ou alors que les entreprises en profitent pour gagner en compétitivité. Par contre, il y a des études aussi qui ont montré que essayer de baisser les charges sur les hauts salaires, comme ça a été des demandes réitérées du patronat, est sans doute moins efficace parce que les salariés très qualifiés sont en position de récupérer une partie du magot. Je me demande juste ce que pensent les chômeurs qui entendent cette conversation avec des leviers qui sont parfois très techniques. Au bout d'un moment, les choses sont très simples quand on sort de l'emploi et quand on... Non, mais bien sûr, en tout cas des leviers sur lesquels on revient depuis des années et des recettes qui donnent le sentiment d'être réculées. Est-ce qu'il y a un espoir aujourd'hui? Je parle à la fois de cette réunion et d'un gouvernement qui semble, pour le coup, aller vraiment cette fois dans le même sens, qui est un peu mobilisé, avec un pacte de responsabilité qui part peut-être dans tous les sens, comme vous le disiez tout à l'heure, mais enfin qu'elle mérite d'être là. Vous savez, aujourd'hui, le climat social, il n'est pas à l'enflammement. Alors, ça s'enflamme pas. Il y a eu une manifestation organisée par Force ouvrière, puis avec d'autres organisations, dont la CGT, le 18 avril. Il va y avoir dans quelques jours le 1er mai. Qui en entendra parler, c'est peut-être un peu désagréable de le dire, mais peu de monde. Le 15 mai, la CGT appelle à mobiliser dans la fonction publique. Le 22 mai, les cheminots. Le 3 juin, les retraités. Tout ceci procède du chapelet de délégations plus que d'abondantes manifestations. Bon. Mais la sanction du monde du travail en direction de la classe politique, c'est l'abstention, c'est le repli sur soi, c'est le vote protestataire aux prochaines élections européennes, c'est-à-dire la montée des extrêmes, et c'est finalement très clairement un repli très dangereux pour notre pays. Parce que c'est une traduction, une réponse du monde du travail qui dit non, on n'a pas encore confiance. Soyez plus ciblés, soyez plus précis, et le pacte de responsabilité se répartit trop vers trop de directions. Si on avait dit, et je rejoins Eric hier, voilà, par exemple, on cible les salaires autour du SMIC, mais pas les autres revenus, il va falloir modérer les salaires. Il y a 2 choses à faire. Modérer les salaires, réduire les dépenses publiques. Revenons là-dessus. Oui, le Premier ministre l'a dit, il va falloir réduire la dépense publique. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Valérie, aujourd'hui. Donc la petite Valérie. À toutes les Valéries. Exactement. La petite Valérie, qui est née aujourd'hui, a 2 faits sur son berceau. D'abord, sa marraine, qui est ravie, ou sa maman, son papa. Et puis aussi un envoyé spécial de monsieur Sapin qui lui dit « Ma petite Valérie, tu nous dois déjà 27 000 €.
Vous prenez la dette publique et vous divisez par le nombre de Français, ça fait à peu près 27 000 euros. C'est évidemment caricatural, mon propos. Bien sûr, c'est caricatural. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une dette publique qui représente aujourd'hui 90% du PIB, alors que ça représentait 25% il y a 30 ans. Éric Heyer, pourquoi est-ce que vous contestez ce qui vient d'être dit? Parce que c'est un raisonnement qui consiste à dire d'abord la dette brute. Alors on regarde que la dette brute, que le passif des administrations publiques, et on se dit de toute manière, la petite Valérie, il va falloir qu'elle rembourse. Non, mais personne n'a en tête d'être à zéro de dette publique au cours d'une génération. La limite serait 60. Donc déjà, ça serait passé de 90 à 60. Donc déjà, vous enlevez 2/3 de la dette de la petite Valérie. D'accord. Non, mais premièrement. Deuxièmement, c'est de dire tu ne vas hériter que de la dette et pas des actifs. Vous voyez, bien sûr. Et c'est complètement caricatural, c'est se dire. Et il se trouve que l'INSEE calcule chaque année le patrimoine, la situation patrimoniale de l'État, des administrations publiques, et dit il y a plus d'actifs que de passifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 90 points de dette publique, mais il y a 25 points. Donc on pourrait dire que la petite Valérie, elle naît avec 8 000 euros d'actifs. Vous voyez, net. Et donc, ça voudrait dire que, mais ça serait caricatural aussi, c'est-à-dire que l'État vende toutes ses participations. Mais la petite Valérie, et si on poursuit sur cette histoire, quand elle va arriver sur l'argent, bien sûr, chacun son tour. Alors on a tous une histoire à raconter sur la petite Valérie en matière d'emploi. Qu'est-ce qui l'attend, la petite Valérie, si elle arrive aujourd'hui? En matière d'emploi, le problème, c'est qu'elle arrive aujourd'hui dans un système scolaire extraordinairement dégradé. Et qu'aujourd'hui, la petite Valérie, si effectivement elle est née dans des CSP défavorisés, elle a beaucoup plus de chances que partout ailleurs en Europe et dans l'OCDE de ne jamais réussir à sortir avec un diplôme à 16 ans ou même avant du système scolaire. Parce qu'il y a des sorties qui se font évidemment avant l'âge légal aujourd'hui. Et la petite Valérie, beaucoup plus que chez tous nos voisins, beaucoup plus que partout ailleurs dans l'OCDE, elle a possiblement une trajectoire qui est très difficile parce que quand on sort aujourd'hui sans diplôme du système scolaire français, on se trouve sans job plus tard. Les corrélations sont maximales, elles n'ont jamais été aussi fortes depuis qu'on les mesure. Petite parenthèse, donc la petite Valérie, continuons sur cette histoire-là, elle peut aussi sortir super diplômée et partir travailler dans la Silicon Valley. Même si elle sort moyennement diplômée, elle s'en sortira toujours mieux que si elle sortait sans aucun diplôme, ce qui est le cas de 20% d'une génération aujourd'hui. On est la 5e puissance la plus riche du monde, on a la tradition scolaire qu'on a, et on a un système scolaire qui est devenu un des plus inéquitables au monde. Pourquoi je prends cet exemple ? Pas seulement pour parler de la petite Valérie, je prends cet exemple parce qu'aujourd'hui, il y a un devoir, j'ai envie de dire collectif, qui consiste à regarder lucidement un certain nombre de politiques publiques. Les politiques publiques de l'éducation, les politiques publiques de l'emploi, particulièrement s'agissant de l'emploi des jeunes, aujourd'hui sont dans une situation qui ne nous fait pas honneur. Et de ce point de vue-là, effectivement, moi je loue l'activité du CAE qui consiste à remettre les faits au centre du débat public, parce que vous parliez tout à l'heure des chômeurs qui nous regardent, ils ont aussi le droit de savoir ça. Ils ont aussi le droit de savoir qu'on sait un certain nombre de choses en matière de conduite des politiques publiques, en matière d'allocation des ressources publiques qu'on a. Et objectivement, aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment l'effort d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, d'aller regarder ce qu'on sait et de changer, de transformer notre action publique. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire par rapport au titre de l'émission, la mobilisation générale pour l'emploi, ça commencerait à l'école. Mais bien sûr. Alors le gouvernement veut voir une tendance baissière, ce sont des éléments de langage. Les derniers chiffres du chômage du mois de mars traduisent ce qu'on pourrait appeler au moins un ralentissement de la hausse. Mais dans le détail, si la situation s'améliore pour les moins de 25 ans, très nettement, depuis un an, la situation des seniors, elle, ne cesse de se dégrader, plus 11,8% en un an. Une augmentation ininterrompue depuis 2008. Lise Barcellini, Mathieu Vibo et Sarah Sisman. Ce qui est très important dans un entretien, c'est que vous allez donner un argument. Et tout argument ne vaut que s'il est bien supporté par une illustration. Ça, c'est comme à l'école. Comme à l'école, mais avec quelques années en plus. Tous ici ont plus de 45 ans, on les appelle les seniors, première victime du chômage en France. J'ai travaillé dans l'informatique pendant 30 ans. Je suis partie pour une reconversion et cette reconversion ne s'est pas bien déroulée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je recherche du travail. Voilà. C'est difficile. Désemparés face à des employeurs qui refusent trop souvent de les recevoir en entretien. Mais ce jour-là, dans ce forum dédié aux seniors, 70 entreprises sont présentes. On peut même passer un job dating. Brigitte, 58 ans, attend son tour. Vous êtes prête à quoi ? À trouver une entreprise qui me recrute avant et avant tout. Parce que je refuse de continuer à être au chômage. Après 4 ans de chômage, l'ancienne couturière tente sa chance dans cette entreprise de blanchisserie. 5 minutes pour convaincre. Bonjour. Je ne connais pas forcément le poste, mais je suis prête à m'adapter. Coup de chance, son profil plaît à cette recruteuse. Vous êtes à
Déjà, on va commencer, comme je disais, avec un CDD, mais effectivement, oui, elle a un profil intéressant. C'est des personnes qui sont tout à fait aptes, qui sont peut-être même plus motivées que certaines personnes plus jeunes. La motivation, ce n'est pas ce qui manque à Alain Silver. 54 ans, chômeur et toujours vivant. Un titre caustique pour le récit de 18 mois de recherche d'emploi infructueuse. L'histoire de cet ancien cadre en informatique rappelle celle de milliers d'autres. Ni trop diplômé, ni trop peu. Trop jeune pour la retraite, mais apparemment déjà trop vieux pour travailler. On m'a dit, retirez votre âge du CV. Qui ? Les gens de chez Pôle emploi, tout le monde, et même des employeurs, m'ont dit, il faut retirer votre âge. Mais quand vous retirez votre âge et que vous avez un CV qui, quand les gens lisent les dates, s'aperçoivent que ça fait quand même quelques années que vous travaillez, oui, il y a une ségrégation. On a l'impression, en fait, qu'on est une génération qu'on fout dehors. Des seniors, poids mort d'un marché du travail à la peine. Un constat partagé par Denis Jacquet et son réseau, parrainer la croissance. Alors, dans cet incubateur, il milite pour que les choses changent. Tout a été fait pour programmer l'obsolescence des seniors dans ce pays, grosso modo. Ça veut dire qu'on a dit à un moment donné, on ne les forme plus. Quand on regarde les chiffres de la formation après 45 ans, ils sont juste dramatiques. Comme on ne les forme plus et qu'on ne les fait plus évoluer, il n'y a pas de nouveau challenge. Ils deviennent résistants au changement, ils ne s'habituent pas à de nouvelles choses. Et finalement, on a tout fait pour qu'à un moment donné, ils deviennent juste inutiles, réticents, bloqués et figés. Mais on les a programmés pour être comme ça. Et nous, ce qu'on voit tous les jours, c'est que quand vous leur donnez un vrai challenge dans une entreprise qui bouge et qui est en pleine croissance, mais vous leur enlevez 25 ans. Je veux dire, le Botox, c'est de la rigolade à côté de ce qu'on leur offre ici aujourd'hui. Son idée, les seniors des grands groupes peu à peu placardisés valent de l'or pour les PME. Il suffit juste de les mettre en relation, les uns avec les autres. Il y a un métier qui l'a extrêmement sublimé, c'est le compagnonnage. Dans le monde des artisans et des compagnons du Tour de France, les seniors, les anciens, forment les plus jeunes. Et ben nous, ce qu'on fait, c'est une nouvelle forme de compagnonnage. On a un sentiment, comme on dit vulgairement, d'en avoir sous le pied encore, et surtout d'avoir eu acquis des compétences, du bon sens dans les affaires, tout simplement, qui peuvent apporter quelque chose aux dirigeants. Des seniors qui en veulent, dans un marché du travail qui peine encore à leur faire une place. Le taux de chômage des plus de 50 ans a atteint le mois dernier un niveau record. Bernard Vivier, on a le sentiment que sur l'emploi des seniors, alors on a tout essayé, je reprendrai cette formule-là, mais qu'il y a une forme d'impuissance. Il n'y a pas de levier. On avait évoqué, François Hollande avait évoqué le contrat de génération, il nous avait vendu ça pendant sa campagne, on n'a pas l'impression que ça fasse des étincelles, si vous me permettez l'expression. Non, le contrat de génération, on a envisagé à peu près 75 000 contrats signés, on en est un peu plus de 20 000. C'est, comme toutes les opérations antérieures, un semi-succès. Soyons l'ivrognes optimistes. C'est un demi-succès. Cette situation des seniors, elle est due à deux facteurs. Un qui a été dit dans le reportage, c'est effectivement la difficulté qu'ont les entreprises pour former en cours de route. Et puis la deuxième, c'est l'infidélité croissante entre un salarié et entre une entreprise et un salarié. Ouais. Autrefois, on entrait dans une entreprise, on y faisait carrière. Aujourd'hui, c'est ainsi. Le marché du travail est beaucoup plus vagabond et les entreprises ne retiennent plus les salariés. Mais on nous dit qu'il faut être mobile, il faut de la flexibilité. Exactement. Mais la contrepartie, c'est que les salariés qui n'ont pas bénéficié d'un accompagnement se retrouvent sans rien. Et l'accord qui avait été signé l'an dernier sur la sécurisation de l'emploi, traduit par une loi en juin dernier, qui a été très controversée. Il y a des bons aspects, des mauvais aspects, mais il y a un aspect très positif, c'est de dire, et ça c'est dans le droit fil des négociations entre partenaires sociaux, c'est pas l'État, entre partenaires sociaux, nous avons besoin de garantir à un salarié un stock de connaissances, de droits rechargeables, y compris le rechargeable sur l'assurance chômage, pour que ce ne soit pas l'emploi que l'on protège, parce que l'emploi est beaucoup plus volatile, mais la personne qui est au travail. C'est donc l'idée d'un parcours tout au long de la vie, et la question de la formation professionnelle était évidemment centrale. Et ce n'est pas en confiant à l'éducation nationale le soin de rendre les salariés en permanence adaptables qu'on y arrivera. C'est évidemment en segmentant ces efforts, essentiellement dans les branches professionnelles, c'est-à-dire en donnant aux acteurs patronaux et syndicaux les moyens d'être libres et d'organiser eux-mêmes
l'apprentissage, le compagnonnage, comme ça a été dit, Mais vous et pensez que dans les l'adaptation. entreprises, il y a cette envie, ce besoin d'embaucher des seniors. On voyait dans le reportage cet homme de 54 ans qui disait « On m'a conseillé à Pôle emploi de ne pas mettre mon âge sur mon CV ». Eric Heyer. Oui, non, mais parce que c'est compliqué. Enfin, en France, on progresse aussi salarialement avec l'âge. Enfin, et donc, du coup, un salarié de 50 ans, normalement, est payé mieux qu'un salarié de 35 ans. Et donc, il faut qu'il ait une productivité qui soit supérieure à celle de 35 ans, sinon les entreprises ne s'y retrouvent pas. Et donc, ça passe par de la formation. Mais moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas laisser la formation aux entreprises. Parce que les entreprises, qu'elles ont intérêt à quoi? À ce que le salarié soit formé à leurs compétences. C'est-à-dire qu'il est là le problème de la mobilité en France. C'est-à-dire qu'on vous apprend dans une entreprise le métier de l'entreprise et pas le métier de l'entreprise concurrente ou d'un autre métier. Il faudrait au contraire que cette formation professionnelle permette de sortir les salariés de leur quotidien pour apprendre un autre métier, pourquoi pas, et pour pouvoir vagabonder justement. Et c'est le niveau des branches. C'est le niveau des branches. Regardez, la métallurgie a mis en place des centres de formation d'apprentis remarquablement efficaces. Il faut améliorer la qualité de cette formation, mais il faut laisser le soin aux salariés de trouver une autre façon. C'est pas, si c'est l'entreprise, on va aller encore dans ce non-mobilité, et ça, c'est un peu catastrophique. Alors, ensuite, on voit bien qu'on a parlé des seniors et des jeunes, parce que c'est là le deux problèmes. Parce que, pour assurer un peu nos auditeurs, en termes entre les 25 et 50 ans, on a un taux d'emploi qui est extrêmement élevé. Donc, en fait, on n'a pas un taux de chômage avant la crise qui est extrêmement élevé. Donc, ça va bien, c'est dans les deux extrêmes. C'est pour ça le contrat de génération. Est-ce qu'il y a de bonnes solutions qui existent à l'étranger sur l'emploi des seniors? Est-ce qu'il y a des recettes qui ont marché ailleurs et qu'on pourrait importer en France? Moi, je veux dire quelque chose de politiquement pas correct et qui ne fera pas plaisir, mais il y a une première solution, c'est de ne pas fixer un âge de départ à la retraite aussi précoce. Parce qu'objectivement, on voit bien qu'à chaque fois qu'on repousse l'âge de départ en retraite ou d'entrée dans des droits, évidemment, on repousse la moyenne de sortie. Donc, il y a un premier effet tout simplement qui est indexé à ce que sont les politiques sociales et notamment la politique en matière de pension. C'est vrai dans la fonction publique parce que c'est un caractère automatique, c'est vrai aussi dans le secteur privé si on prend les statistiques de ces dernières années. Donc voilà, il y a un premier fait qui paraît complètement acquis. Maintenant, je voudrais revenir un instant sur la question de la formation. Parce que c'est très emblématique la discussion que vous avez. La formation, à vous écouter, ça s'adresse à des salariés. Évidemment, ça s'adresse à des salariés. Le problème aujourd'hui, c'est que ça s'adresse exclusivement à des salariés et de préférence des grands groupes. Or, notre sujet de formation, parce que, objectivement, les grands groupes font plus que l'effort légal en matière de formation. Ils font 2 fois, généralement, l'effort légal en matière de masse salariale affectée à ça. Notre problème aujourd'hui, c'est que l'argent ne va pas là où il doit aller. Et pourquoi il ne va pas là où il doit aller? Parce que c'est monstrueux, les sommes consacrées à la formation professionnelle. Oui, c'est presque 2 points de PIB. Enfin, c'est 35 milliards et 7 milliards versés directement par les entreprises. Pour plein de raisons. Premièrement, l'État n'a plus la main. L'État n'a plus la main sur la formation professionnelle, c'est les régions. Et c'est un peu la même chose d'ailleurs sur l'apprentissage. C'est-à-dire que moi j'aime bien les grands messes de l'emploi. Le sujet c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de leviers que l'État pourrait avoir en main, en fait, il tire sur le levier et puis il se rend compte que le levier lui reste dans la main. Simplement, c'est plus lui qui est acteur là-dessus. Et le sujet aujourd'hui, pour moi, c'est que on n'a toujours pas complètement regardé quelle est la transparence du système. Pour un chômeur, enfin, transparence en matière de financement, pour un chômeur, c'est un maquis indescriptible. Et puis, dans une petite boîte, que ce soit une TPE ou une PME, objectivement, il y a une charge de travail qui est considérable. Et objectivement, personne n'a nécessairement le temps de regarder ce que pourrait être un plan de formation, comment on pourrait l'organiser. Et objectivement, c'est pas du côté de la branche que vient le miracle, parce que souvent ils sont mal organisés. Donc objectivement, on a un système qui est inégalitaire et qui pèse sur ceux qui sont déjà en fait le moins formés. Nous allons passer maintenant aux questions SMS. Agnès Penazi-Kéré, cette question. Et si nous étions vraiment une nation sur le déclin? Au fond, on peut reprendre notre discussion du début sur ce qui se passe avec Alstom. Est-ce qu'on est une nation sur le déclin? Il n'y a pas de fatalité à ça. Nous avons des atouts considérables, la position de la France dans l'Europe, le territoire, les infrastructures, et malgré tout, une administration qui fonctionne, une corruption qui, quoi qu'on en dise, n'est pas très élevée par rapport à d'autres pays. Donc on a beaucoup d'atouts. On a une démographie qui est nettement supérieure à la plupart des pays européens. Donc après, moi j'ai tendance à dire, si on n'arrive pas avec tout ça, c'est que forcément on s'y prend pas très bien. C'est aussi une question d'état d'esprit, il y a une forme de pessimisme français. Oui, aussi tout à fait. Et puis,
Sur la formation professionnelle dont on discutait tout à l'heure, c'est emblématique. Enfin, on a fait une réforme, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a des questions de quantité, de qualité et d'information. L'information, ça a été dit, n'est pas bien connue, très difficile à obtenir. Les chômeurs peuvent attendre des mois et des mois avant d'obtenir une formation. Il y a un problème de quantité. Une formation, si on veut se reconvertir, c'est une longue formation qu'il faut. Il y a des problèmes de qualité aussi avec des prestataires qui ne sont pas forcément évalués et donc qui continuent. Une autre question, stabiliser, cela veut dire qu'il n'augmente pas 1600 chômeurs supplémentaires, ce n'est pourtant pas rien, Éric Heyer. Oui, puis en plus, il ne faut pas regarder les chiffres mensuels. Non, mais très sincèrement, c'est très volatile. On fait que ça chaque mois. Alors justement, et on va il faut le rappeler. Oui, il faut rappeler. Non, mais il faut juste le lisser sur un trimestre. Quand vous voyez sur un trimestre, ça fait plus 46 000. Donc voilà, on est en hausse. Il ne faut pas se leurrer. Bon, mais voilà, il y a une hausse du chômage. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Hein. Vous voyez, même pendant la crise économique, entre 2009 et 2011, ça a baissé le chômage. Donc dès qu'il y a un peu de croissance, il faut rappeler, en 2010, l'économie française fait 2% de croissance, en 2000 1,7%. Donc, vous voyez, il faut attendre la croissance, en fait. Mais donc, c'est pas attendre la croissance, c'est qu'il faut arrêter de freiner la croissance. Et là, on en revient à notre discussion du début. Les politiques macroéconomiques, qu'elles soient budgétaires ou même de change, il y a des études qui ont été montrées, montrent qu'un euro trop fort, ça pénalise la croissance. Des politiques budgétaires, tous en même temps trop restrictives, ça pénalise la croissance. Il faut un tout petit peu libérer tout cela pour avoir un peu de croissance. Et les réformes qu'il faut mener, elles se mènent bien plus facilement s'il y a un peu de croissance que si vous menez que des réformes en même temps de l'austérité. Et l'Allemagne, qui est l'exemple qui est pris systématiquement, au moment où ils ont mené leurs réformes en 2000, ils ont laissé filer les déficits. Ils ne pouvaient pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas demander aux Français de vous serrer la ceinture sur les salaires et en plus de baisser les dépenses sociales. C'est un peu trop compliqué. L'industrie française se meurt. Comment créer de nouveaux emplois et dans quel domaine, Laurent Bigorne? Si je savais. Ah bah si, vous êtes obligé. Une réponse. Écoutez, premièrement, il faut pas vivre avec l'idée que l'industrie c'est terminé. Hein, on a beaucoup parlé d'Alstom et évidemment la succession des dossiers, Lafarge, Peugeot, Alstom donne le sentiment qu'il y aurait comme ça une inéluctabilité de la disparition de l'industrie française. C'est pas vrai et d'ailleurs c'est pas souhaitable parce qu'objectivement on en a besoin pour notre commerce extérieur, on en a besoin pour la croissance du pays. Maintenant c'est vrai que objectivement on continue d'avoir un problème en France qui est celui de la croissance des entreprises. Donc comment je passe d'une petite entreprise à une moyenne, d'une moyenne à une plus grande. Alors évidemment ça peut se faire sur des générations mais moi, je vais axer mon intervention sur un point qui est celui du capital. Il faut maintenant sortir de cette folie qui consiste à dire quand des capitaux arrivent de l'étranger, oulala, attention, on n'en veut pas. Et puis, il faut aussi avoir, l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que tout actionnaire n'est pas nécessairement mauvais. C'est-à-dire que quand le Premier ministre vient, il dit attention, surtout rien aux actionnaires. D'accord, mais en même temps, on ne peut pas faire le constat qu'on manque de capital et en même temps expliquer qu'on ne va pas le rémunérer. Ou en tout cas qu'on voudrait taxer la rémunération du capital à des niveaux qui seraient des niveaux désincitatifs. Donc, vous voyez, une industrie, c'est la main-d'œuvre, on l'a. Objectivement, on a ce qu'il faut. Elle pourrait être mieux formée encore. C'est toujours possible, mais on l'a. La recherche, on l'a. Les géants, on les a. Il nous faut aujourd'hui une politique qui permette effectivement la croissance d'un certain nombre de petites entreprises, de la continuité, parce qu'on a beaucoup parlé du poids des normes, en tout cas des conséquences économiques des normes. Le fait qu'on change de normes en permanence est profondément déstabilisant. Donc c'est tout un univers de confiance qu'il faut savoir reconstruire et objectivement, on va dire que c'est une première marche aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup à faire. Retraité, voilà que maintenant je suis obligée de taper dans mes économies pour finir le mois. Est-ce normal? Les retraites ne sont pas très élevées en France, il faut le redire, c'est l'ordre de 1250 en moyenne. Donc nous n'avons pas en France, comme ailleurs en Europe, des retraites très élevées. Mais nous avons aujourd'hui des retraités qui ont vécu dans des années plutôt heureuses, même très heureuses, qui ont connu la croissance, le plein emploi, qui ont des revenus et une sécurité. Les retraités d'aujourd'hui ne sont pas fortement rémunérés, n'ont pas des pensions élevées, mais sont dans un dispositif encore protégé. La petite Valérie, ça sera autre chose. Voilà. Ça sera autre chose parce que effectivement, elle sera dans un monde totalement différent et beaucoup plus globalisé. Je pense que c'est dur à entendre pour la personne qui nous pose cette question. Au fond, qu'elle n'a pas à se plaindre et qu'au fond, les retraites sont plutôt au bon niveau. Loin de moi l'idée de penser que les retraites sont suffisantes aujourd'hui. Oui. Et quand on dit 1200 €, ça veut dire qu'il y a des retraites en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui. Des retraites en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire quelques centaines d'euros. Alors il ne s'agit pas de faire du Zola, mais il s'agit aussi, c'est vrai, de considérer que l'effort vers les retraités, aujourd'hui, reste encore, par rapport à ce qui nous attend, ou ce qui risque de nous attendre, encore
une condition moins défavorable que ce qui nous attend. C'est pas terrible, mais ce sera pire. On vous remercie. Exactement. Quelles sont les étapes que la France a ratées pour en arriver à un tel déclin, contrairement à l'Allemagne, on en a parlé, ou à la Suède? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Oui, un État qui, en France, a occupé l'espace, est devenu actionnaire, a privatisé, du coup a laissé l'espace. En Allemagne, il y a des entreprises de taille intermédiaire, on le dit, on le redit, et c'est vrai. On a des régions qui sont très actives, on n'a pas un État fédéral allemand qui contrôle tout. Le système césarien, napoléonien est encore trop présent. On convoque les préfets et on leur dit: vous allez réunir tout le monde et vous allez voir, on va faire des emplois. Non, donnons de la parole aux acteurs dans les territoires et dans les branches. Est-ce que ça change quelque chose de la réforme territoriale qui est engagée? Est-ce que ça va dans le bon sens ou à l'inverse? Est-ce que ça va renforcer cette verticalité? On a eu 30 000 emplois de fonctionnaires dans les collectivités mais locales l'année dernière. Mais les temps de réflexion, et c'est un bon sens. Et c'est un bon sens. On a 36 600 communes en France. Il en faudrait à peu près 6 000 pour être à l'unisson des autres pays européens. Que sera... Vous parlez de la Suède, donc on peut lui dire pourquoi la Suède a réussi. La Suède a réussi parce qu'ils ont fait des réformes en 10 ans, pas en 3 ans, en 10 ans. Ils étaient le seul à le faire. Ils ont dévalué de 35% leur monnaie pendant ce temps-là, et ils ont gardé un État puissant, parce qu'on dit ils ont effectivement baissé la dépense publique, mais ils ont une dépense publique qui est au niveau de la nôtre. Une dernière question. Que sera l'industrie française dans 10 ans? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Oui, l'industrie française dans 10 ans, c'est indifférenciable des services. Déjà aujourd'hui, les entreprises industrielles vendent des services, certaines vendent surtout des services, certaines ne vendent que des services, et certaines entreprises de services en fait font de l'industrie. Donc dans 10 ans, c'est le mélange des genres. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Demain, vous retrouvez Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. Passez une très belle soirée sur France 5. C'est dans l'air et c'est aussi sur France 5.